Je m'appelle Clara Valmont. J'ai 34 ans. Et jusqu'au Noël dernier, je croyais que le fait d'être une personne sur qui l'on peut compter était la même chose que d'être aimé. 2 jours avant mon vol prévu pour rejoindre ma famille, ma sœur cadette a envoyé un message sur notre groupe familial annonçant que nos parents n'avaient pas les moyens de fêter Noël cette année. Pas de dîner, pas de cadeaux, pas de réunion. Elle a présenté cela comme une décision finale et mes parents n'ont rien fait pour la contredire. J'ai annulé mon billet de train, accepté les frais de perte, et je leur ai dit que je comprenais la situation. Le soir de Noël, j'étais seule dans mon appartement à Lyon en train de manger un reste de gratin réchauffé pendant que de la musique de fête passait doucement sur mon ordinateur. Soudain, une notification Instagram est apparue sur mon écran. Ma sœur était en direct. J'ai failli ignorer l'alerte, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. La vidéo s'est ouverte sur le salon de mes parents à Nantes. Des coupes de champagne étaient levées sous des éclairages professionnels. Des oncles, des tantes, des cousins et des amis qui m'avaient assuré qu'ils restaient chez eux riaient ensemble près d'un sapin immense et richement décoré. Ma sœur a tourné la caméra vers la foule en les appelant la vraie équipe de Noël. Personne n'a demandé où j'étais. Personne ne semblait mal à l'aise. Le lendemain matin, mon père m'a enfin contacté, mais pas pour s'expliquer ou s'excuser. Il voulait 1 800 € pour le loyer de janvier et il les attendait pour le lendemain. J'ai lu le message 2 fois, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé tous les virements automatiques et paiements connectés à eux. Puis j'ai écrit « Restez en dehors de ma vie, vous tous », puis j'ai bloqué leur numéro avant de tenter de dormir. À 7h30 le lendemain matin, l'interphone a commencé à sonner frénétiquement. Mon père, ma mère et ma sœur avaient conduit toute la nuit depuis la Loire-Atlantique et se tenaient devant mon immeuble en pleurant et en exigeant que j'ouvre la porte. Avant que je ne vous dise pourquoi ils étaient si désespérés d'entrer, dites-moi où vous vous trouvez et quel temps il fait chez vous. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Je n'ai pas ouvert la porte. Je me tenais à quelques mètres tandis que l'interphone continuait de bourdonner, écoutant ces 3 personnes qui m'avaient ignoré à Noël agir soudainement comme si me joindre était une urgence absolue. Pour comprendre pourquoi ils ont parcouru plus de 600 km dans la nuit, il faut comprendre le rôle que je jouais dans cette famille depuis des années. Ma petite sœur s'appelait Léa. Elle avait 26 ans et se présentait comme créatrice de contenu lifestyle, bien que la majeure partie de ses revenus proviennent de quelques publications sponsorisées, de promotions pour des boutiques locales et de petites collaborations événementielles. En ligne, elle semblait mener une vie luxueuse faite de restaurants, de sacs de créateurs, de voyages et de décors saisonniers parfaits. En réalité, elle dépensait presque tout ce qu'elle gagnait pour maintenir l'apparence d'une réussite qu'elle n'avait pas. Notre père, Marc, vendait des véhicules de loisirs avec des commissions variables. Certains mois étaient bons, mais il considérait chaque bonne période comme la preuve que la suivante serait encore meilleure. Notre mère, Sylvie, travaillait à temps partiel dans le secrétariat d'une école primaire. Elle évitait les conflits à tel point qu'elle laissait généralement la personne la plus bruyante décider de tout, appelant cela maintenir la paix. Ils louaient une maison à Carquefou, près de Nantes. Après avoir vendu leur ancienne maison pour éponger des dettes, ils avaient promis que cette location serait temporaire. 3 ans plus tard, ils y étaient toujours et je couvrais discrètement une partie des frais. Cela n'avait pas commencé comme un arrangement permanent. Un hiver, papa était à court d'argent pour le loyer car 2 ventes avaient échoué, alors je lui ai envoyé 700 €. Quelques mois plus tard, maman avait une franchise d'assurance qu'elle ne pouvait pas payer. Puis leur voiture a eu besoin de réparation. Puis le forfait téléphonique a augmenté. Chaque demande semblait temporaire et s'accompagnait d'une promesse que les choses s'amélioreraient le mois suivant. Finalement, aider est devenu une routine. Je payais 400 € par mois pour la voiture de Léa parce qu'elle insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'un véhicule impressionnant pour rencontrer des marques. Je gardais le forfait mobile familial à mon nom car c'était moins cher. J'avais aussi donné à maman une carte bancaire à débit limité pour les courses et les urgences. La règle était simple, elle ne pouvait être utilisée que pour la nourriture, les médicaments ou un véritable problème domestique. Je n'ai jamais attendu de remerciements. Je croyais que si j'avais plus de stabilité, aider était ce qu'une bonne fille et une bonne sœur devaient faire. Mon travail le permettait.
En tant que consultante indépendante en conformité de cybersécurité, j'examinais les systèmes financiers pour des banques et des assureurs. Mes revenus étaient solides, mais je travaillais de longues heures et je passais ma vie à m'assurer que personne ne puisse abuser des accès à des comptes sensibles. Curieusement, je n'ai jamais appliqué la même prudence à ma propre famille. Noël était le seul moment où je me persuadais que cet arrangement en valait la peine. Nos réunions étaient bruyantes et ordinaires de la meilleure des manières. Un match de rugby passait à la télévision pendant que quelqu'un surveillait la dinde. Des cadeaux simples arrivaient par la poste. Les gens portaient des pulls moches et se disputaient pour la recette de la purée. Pendant quelques heures, je n'étais pas responsable de la résolution de chaque problème financier, j'étais simplement une fille qui rentrait à la maison. Cette année-là, j'avais réservé mon train des semaines à l'avance. J'avais acheté à mon père une veste chauffante, commandé un nouveau robot pâtissier pour maman et trouvé pour Léa un kit d'éclairage portable dont elle avait parlé. J'avais aussi programmé un virement de 2000 € pour le 27 décembre afin d'aider à couvrir le loyer de janvier. À peu près à la même période, Léa a commencé à faire des allusions à sa plus grande collaboration de vacances à ce jour. Chaque fois que je demandais ce qu'elle préparait, elle changeait de sujet. Lors d'un repas en novembre, je lui ai suggéré d'arrêter de financer du contenu coûteux avant de recevoir les paiements des sponsors. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je ne comprenais rien au branding personnel. Je lui ai répondu que l'image de marque ne valait pas la peine de s'endetter. Après cela, elle m'a à peine parlé. Pourtant, quand son message vocal est apparu 2 jours avant Noël, je ne l'ai pas lié à notre désaccord. Léa a dit que papa et maman ne pouvaient pas se permettre d'accueillir qui que ce soit, donc Noël était annulé. Maman a répondu avec un emoji cœur. Papa n'a rien dit. Je les ai crus parce que je m'étais entraînée à croire que chaque fois que ma famille luttait, mon rôle était de comprendre. J'ai répondu que j'étais désolée que les choses soient difficiles et j'ai demandé si je devais tout de même venir pour une visite calme. Léa a répondu immédiatement que papa et maman étaient épuisés et avaient besoin de la maison pour eux seuls. J'ai proposé d'apporter le dîner ou de séjourner à l'hôtel. Elle a dit que cela ne ferait que les faire culpabiliser. Maman m'a envoyé un message privé disant que c'était simplement une année difficile et que nous fêterions cela une autre fois. Ces mots semblaient chaleureux mais ne répondaient pas à la question de savoir s'il voulait me voir. Papa n'a jamais répondu. J'ai annulé le train et perdu une partie du prix du billet. Je me suis dit que me plaindre serait égoïste alors que mes parents étaient censés s'inquiéter pour leur loyer. Le soir du réveillon, j'ai souhaité de joyeuses fêtes à plusieurs parents. La plupart ont envoyé des réponses génériques. Mon cousin Thomas a dit qu'il était occupé avec la famille et qu'il rappellerait plus tard. J'ai supposé qu'il parlait de la famille de sa femme. Avec le recul, plusieurs réponses étaient étrangement prudentes, mais je ne cherchais pas encore le mensonge. Le jour de Noël, j'ai dormi tard et j'ai répondu à des courriels. Le soir venu, le silence pesait lourdement. À 20h42, mon téléphone m'a informé que Léa avait lancé un direct. J'ai hésité, puis je me suis souvenu qu'elle prétendait que nos parents avaient besoin d'une nuit calme, et la curiosité l'a emporté. La vidéo s'est ouverte sur de la musique, des rires et des décorations blanches et dorées. Pendant une seconde de confusion, j'ai cru qu'elle était dans un hôtel. Puis la caméra a bougé et j'ai reconnu la cheminée en pierre de mes parents. La maison était comble. Un grand sapin se tenait près de l'escalier. Des projecteurs professionnels faisaient face à un décor pour photos. Des bouteilles de champagne reposaient dans des vases en argent près de la cuisine. Au moins 25 personnes circulaient dans les pièces. J'ai vu mes oncles, mes tantes, des voisins et des amis de longue date. J'ai vu des gens qui m'avaient répondu comme s'ils passaient Noël tranquillement chez eux. J'ai vu Thomas avec une assiette à la main. Le plus douloureux a été de voir mes parents sourire devant l'escalier pendant que Léa les filmait. Ils n'avaient pas l'air financièrement dévastés. Ils semblaient ravis. Léa a levé son verre et a annoncé que la vraie équipe de Noël était là. Les gens ont applaudi. Quelqu'un a demandé où j'étais. Léa a ri et a dit que je n'aimais pas ce genre d'événements amusants. Papa a regardé vers la caméra mais ne l'a pas corrigé. Maman a baissé les yeux brièvement puis a souri à nouveau. Ce petit mouvement m'a fait plus de mal que les rires, car il prouvait qu'elle savait.
La fête n'avait pas été organisée à la dernière minute. Un panneau affichait le nom d'une agence événementielle locale. Léa a remercié une boutique pour les tenues et a mentionné qu'une vidéo de vacances serait publiée le lendemain. Tout cela était prévu depuis des semaines. Ils n'avaient pas annulé Noël par manque d'argent, ils avaient annulé mon invitation. J'ai continué à regarder. Léa montrait la table, le traiteur et les cadeaux sous le sapin. Elle appelait cela une expérience familiale de vacances, éliminant tout argument selon lequel ce n'était que professionnel. Je n'ai pas commenté. J'ai enregistré le direct. Mon métier m'avait appris à documenter avant de réagir. En observant les détails, le nom de l'agence événementielle me disait quelque chose. J'ai ouvert mon application bancaire et vérifié la carte que j'avais donnée à maman. Une transaction en attente de 1 650 € apparaissait au nom de cette société. Une autre de plus de 500 € provenait d'un distributeur de boissons. La carte destinée aux courses et aux urgences avait servi à financer la fête qu'il disait ne pas pouvoir s'offrir. Un sentiment plus froid que la colère m'a envahi. J'ai sauvegardé les relevés et la vidéo dans un dossier sécurisé. Puis à 9 h le lendemain matin, papa a envoyé son message sans bonjour, sans me demander comment s'était passé mon Noël. Il a écrit qu'il avait besoin des 1 800 € pour le loyer demain et qu'il ne fallait pas qu'ils aient à me courir après. Ils avaient utilisé mon argent pour m'exclure, avaient menti, avaient fêté cela publiquement et s'attendaient toujours à ce que je paie leur loyer. J'ai annulé le virement prévu en quelques secondes. Mettre fin au reste de l'arrangement a pris toute la soirée. J'ai d'abord répondu à mon père en écrivant que c'était moi qu'ils avaient annulé, pas Noël, et de rester en dehors de ma vie. Puis je les ai bloqués tous les trois. Je n'ai pas fait de menaces. J'ai simplement retiré mon argent de vie dans lesquels j'étais devenu un simple mode de paiement. J'ai verrouillé la carte d'urgence. J'ai supprimé mon compte bancaire du prélèvement automatique de la voiture de Léa. J'ai programmé la séparation des lignes téléphoniques pour dans 30 jours afin de leur laisser le temps de s'organiser. L'abonnement Internet de leur maison était à mon nom, j'ai donc prévenu le fournisseur que je ne serais plus responsable après 10 jours. J'ai fait de même pour 2 autres services. Je n'ai rien coupé instantanément, j'ai donné le préavis légal nécessaire pour qu'ils assument leurs responsabilités. Enfin, j'ai changé chaque mot de passe et code de récupération de mes comptes personnels. Vers 22 h 30, les conséquences les ont atteints. L'agence événementielle a tenté de prélever le solde restant et la carte a été refusée. Léa a appris que le paiement de son prochain loyer de voiture ne pourrait pas passer. Papa a réalisé que le virement pour le loyer de la maison n'arriverait pas. Ils ont appelé depuis des numéros masqués et des comptes professionnels. J'ai ignoré. Des courriels ont suivi. Maman prétendait qu'il y avait un malentendu. Léa disait que la fête était sponsorisée et n'avait presque rien coûté, bien que mes relevés prouvent le contraire. Papa a écrit une seule phrase me demandant de l'appeler avant que j'aggrave les choses. J'ai éteint les notifications et j'ai dormi. Je m'attendais à de la colère, mais pas à ce qu'il fasse la route jusqu'à Lyon. À 7 h 30, l'interphone a sonné si fort que j'ai cru à une urgence. Mon père était devant, ma mère derrière lui avec les mains sur le visage, et Léa portait le même manteau que sur ses stories avec du maquillage étalé sous les yeux. Ils étaient partis de Loire-Atlantique vers minuit. J'ai répondu sans ouvrir. Papa a exigé d'entrer. J'ai demandé pourquoi ils étaient là. Il a dit que j'avais bloqué la carte de maman, interféré avec la voiture de Léa et créé une panique pour une simple fête. Il parlait comme si mes propres décisions financières étaient criminelles. Maman a dit qu'il m'aimait et que personne ne voulait me blesser. Léa a crié que le direct était pour le travail et que je me serais plainte des caméras. J'ai demandé pourquoi ils avaient dit que Noël était annulé au lieu d'expliquer la situation. Léa a dit que c'était compliqué. J'ai demandé pourquoi presque tous les parents étaient présents. Elle a dit qu'ils avaient besoin de figurants. J'ai demandé pourquoi elle les appelait la vraie équipe de Noël. Elle a pleuré plus fort en m'accusant de déformer ses propos. Papa m'a ordonné d'arrêter de l'interroger et d'ouvrir. Je suis restée immobile. Puis j'ai posé la question qu'aucun d'eux ne voulait entendre, si ce n'était qu'un malentendu, pourquoi saviez-vous tous les trois que je passais le dîner de Noël seul ?
L'interphone est devenu silencieux. Maman a baissé les yeux. Papa a évité la question et a répété que le loyer de janvier était dû bientôt. Cette réponse a tout clarifié. Ils n'avaient pas conduit toute la nuit par honte ou par peur de me perdre. Ils étaient venus parce que l'argent avait disparu. Je leur ai dit que chaque paiement volontaire était terminé. Papa a frappé la porte extérieure de la paume de la main en m'accusant de punir des innocents. J'ai répondu que je permettais simplement à 3 adultes de payer leurs propres factures. Il a dit que la famille n'abandonnait pas la famille dans le besoin. Je lui ai rappelé que la famille m'avait abandonné à Noël. Il m'a traité de cruel. J'ai répondu que la cruauté consistait à utiliser l'argent de quelqu'un tout en organisant une fête qui l'excluait. Léa a commencé à filmer avec son téléphone, espérant sans doute que je dise quelque chose d'utile pour ses réseaux. J'ai arrêté de parler. La sécurité de l'immeuble est intervenue car il commençait à sonner chez les voisins. Le gardien les a forcés à partir sous peine d'appeler la police. Moins d'1 heure plus tard, Léa a publié une story disant qu'une proche utilisait l'argent pour contrôler ceux qui l'aimaient. Elle n'a pas mentionné le mensonge sur Noël ni les frais de carte. L'après-midi, Thomas m'a contacté. Il venait d'apprendre qu'on m'avait dit que la fête était annulée. Il s'est excusé d'avoir cru que j'avais choisi de ne pas venir. Il m'a envoyé 17 captures d'écran d'un groupe privé que Léa avait créé début décembre. Elle y décrivait la fête comme une opportunité de contenu. Elle demandait à tout le monde de porter des couleurs neutres et d'éviter de publier avant son direct. Une semaine avant, quelqu'un avait demandé si je venais. Léa avait répondu que je ne serais pas invitée car je remettais toujours en question ses dépenses et que je gâcherais l'ambiance. Maman avait écrit que m'exclure semblait dur. Papa avait répondu que je m'en remettrais comme je le faisais toujours. Cette phrase est restée gravée dans mon esprit. Cela montrait que me blesser n'était pas accidentel. Ils en avaient discuté et avaient décidé que mon pardon était garanti. Une autre capture montrait Léa demandant si elle pouvait utiliser la carte de maman pour l'agence événementielle, promettant de rembourser après son paiement de sponsor. Papa avait répondu que ça irait car j'envoyais déjà le loyer de janvier. Il traitait mon compte comme un pont entre la vie que Léa voulait afficher et l'argent qu'elle n'avait pas. Thomas s'est confondu en excuses. J'ai sauvegardé chaque preuve. Léa a intensifié sa campagne publique avec des citations sur l'abus financier. Maman m'a envoyé un courriel disant que Léa était sous pression et qu'il ne fallait pas détruire son avenir pour un malentendu. Papa m'a accusé d'être trop sensible depuis l'enfance, affirmant que la réussite m'avait rendue arrogante. 2 jours plus tard, ma tante Béatrice m'a appelée. Elle disait que mes parents étaient épuisés et que je déchirais la famille. Je lui ai demandé si elle savait pour le mensonge de Noël et pour l'utilisation de ma carte. Elle est devenue silencieuse. Je lui ai envoyé les preuves. 1 heure plus tard, elle m'a rappelé pour s'excuser. Elle a confirmé que Léa s'était présentée comme celle qui finançait tout lors de la soirée. J'ai consulté une avocate, Maître Fontaine. Je ne voulais pas les poursuivre pour chaque euro donné volontairement, mais je voulais sécuriser mes comptes. Elle m'a conseillé d'exiger formellement le remboursement des frais non autorisés de la carte, soit 3 460 € au total. Ce n'était pas par vengeance, mais pour établir que cette carte n'était pas un compte familial illimité. Les conséquences ont continué pour eux. Léa a raté la date limite de paiement pour l'agence et les a attaqués en ligne. Le propriétaire a répondu publiquement avec les preuves de ses commandes. Un sponsor a annulé une campagne suite à ce litige. Léa a dû rendre son SUV en leasing et acheter une vieille voiture d'occasion. Mes parents ont déménagé dans un appartement plus petit à la fin de leur bail. Ils ont vendu des meubles et des objets superflus. Leur vie ne s'est pas effondrée, ils se sont simplement adaptés à leurs revenus réels. Je ne les avais pas détruits, j'avais arrêté de les protéger de la réalité de leurs choix. La dernière lettre de maman disait que nous pensions que tu nous pardonnerais toujours parce que tu l'avais toujours fait. C'était la phrase la plus honnête qu'ils aient jamais écrite. Les premiers mois sans eux ont été plus calmes que prévu. Au début, le silence était étrange. J'avais l'habitude de me réveiller avec des demandes d'aide. Quand ces messages ont cessé, j'ai mieux dormi. Mon entreprise de conseil a grandi.
J'ai rejoint un groupe de parole pour les personnes portant la responsabilité financière de leurs proches. Une femme y a dit une phrase que j'ai gardée sur mon bureau: la culpabilité n'est pas toujours la preuve que vous faites quelque chose de mal, c'est parfois le sentiment de briser une règle malsaine. La règle de ma famille était que Clara réglerait tout. Une fois que j'ai arrêté, ils m'ont appelée cruelle. J'ai appris que la générosité sans limite devient de la complicité. Chaque fois que je les sauvais, je les empêchais de grandir. Quelques mois plus tard, j'ai voyagé seule. J'ai réalisé que j'avais déjà été seule au sein de cette relation. Il y a une différence entre être entouré et être valorisé. Thomas est resté dans ma vie. Béatrice s'est excusée sincèrement. J'ai appris que le pardon et l'accès ne sont pas la même chose. On peut libérer sa colère sans redonner à quelqu'un la position depuis laquelle il nous a blessés. Mes parents ont envoyé 2 courriels l'année suivante, disant qu'il me manquait et suggérant un médiateur familial. Ils ne demandaient pas d'argent. Je n'étais pas prête, mais je n'avais pas besoin de décider pour toujours. Une limite ne sert qu'à protéger la vie que l'on mène maintenant. Léa est restée silencieuse après avoir remboursé les frais de la fête en vendant son matériel photo. Ma vraie victoire n'était pas son échec, mais le fait de ne plus avoir besoin de son échec pour prouver que j'avais raison. Les conséquences réelles sont silencieuses. Ils ont dû apprendre à budgétiser. J'ai dû affronter la vérité qu'un amour offert seulement en échange d'une utilité n'est pas un amour sain. Le soutien financier ne devrait jamais acheter l'affection. Une limite saine n'est pas une arme, c'est une déclaration claire sur un comportement que l'on ne finance plus. Je n'ai pas ruiné ma famille en annulant ses paiements, j'ai arrêté de les payer pour prétendre que j'en faisais partie. La vraie famille ne vous efface pas de la table pour ne se souvenir de votre nom que lorsque le loyer arrive. Cette histoire nous rappelle cruellement que dans certaines dynamiques familiales, la personne la plus stable finit souvent par devenir le pilier financier au détriment de son propre respect. Clara a confondu pendant des années la serviabilité avec l'appartenance, une erreur que beaucoup d'entre nous commettent par peur de la solitude ou par sens du devoir. La trahison de sa famille n'est pas seulement financière, elle est émotionnelle et symbolique, l'exclure physiquement de la fête tout en utilisant son argent est le sommet du cynisme. La leçon ici est fondamentale, fixer des limites n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de préservation. En cessant de financer l'irresponsabilité de ses proches, Clara ne les a pas détruits, elle leur a rendu leur autonomie et s'est offert la liberté. Le pardon ne signifie pas redonner les clés de sa vie à ceux qui ont abusé de notre confiance. C'est un récit puissant sur la nécessité de se choisir soi-même lorsque le prix du lien familial devient trop lourd à porter. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre valeur aux yeux de vos proches était liée à ce que vous pouviez leur apporter matériellement ? Seriez-vous capable de couper les ponts avec votre famille si vous découvriez une telle trahison le soir de Noël ? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire, cela pourrait aider d'autres personnes dans cette situation.